Nomad Unknown est une voyageuse solitaire qui partage ses aventures de camping en voiture et de randonnée à travers le pays. Son contenu est brut, authentique, et offre aux spectateurs un aperçu réaliste des hauts et des bas de la vie en van, des expéditions en solo et de la vie hors réseau. La plupart du temps, c'est paisible, inspirant, voire apaisant. Mais ce voyage sur le sauvage sentier Azalea, dans la forêt nationale de Casachie en Louisiane, a pris une tournure sombre à laquelle elle ne s'attendait pas. This trail I'm out here hiking is in the Casachie National Forest in Louisiana, and it's called the Wild Azalea Trail, and it's arguably the best trail in Louisiana. So, pretty excited. It should also be the season for azaleas. So hopefully we'll get to see some beautiful azaleas in bloom and just restore my mental health. Elle part comme à son habitude, enthousiaste à l'idée de passer une nuit en pleine nature pour se recentrer mentalement. L'endroit est calme, les oiseaux chantent et les azalées sauvages fleurissent tout au long du sentier. Peu de temps après s'être engagée sur le chemin, elle mentionne avoir croisé 3 jeunes hommes en randonnée avec leur sac à dos. Puis un peu plus tard, un autre homme, seul, ne portant qu'une bouteille d'eau à la main. À première vue, rien d'inquiétant, jusqu'à ce qu'elle le voie de nouveau. Getting out, started on the trail now. It's pretty quiet out here. It's lovely with the birds singing, and every now and then the wind comes through. When I was still getting ready at the trailhead, I encountered 3 young men who are out backpacking on this trail as well, and they let me know that a couple of them has done this trail before. Elle l'a aperçu pour la première fois au début du sentier, là où elle avait garé sa voiture. Elle était encore en train de rassembler son équipement quand il est apparu, puis a aussitôt fait demi-tour et est reparti sur le sentier après l'avoir vu. Plus tard, elle l'a vu arriver derrière elle sur le chemin, toujours avec seulement sa bouteille d'eau. Pas d'équipement, pas de sac. Il l'a surprise. Elle s'est écartée pour le laisser passer. Il a simplement dit un petit « salut » discret, puis a continué son chemin. En s'enfonçant davantage dans la forêt, elle commence à faire le lien entre les événements. Elle a désormais vu le même homme à 4 reprises, et quelque chose chez lui la dérange. Pas seulement la fréquence à laquelle il apparaît, mais aussi son énergie. Ce pressentiment qu'elle n'arrive pas à ignorer. You ever just come across somebody and the energy is just off? That is what's been happening to me a little bit today. I'm about 3 miles in and I found this spot that I would really love to camp. But just as I was getting here, I saw somebody that I've seen twice already today. The first time I saw him, he only had a water bottle in his hand, no backpack or anything. And I saw him at the trailhead where I parked my car as I was still pulling things out of my car. And at that point, as soon as he saw me, he sort of turned around and headed back onto the trail. I've seen him 4 times, I just realized. And then I saw him as I was hiking. I had started with my pack up the trail, and he came from behind me, still with just the water bottle. And I didn't hear him at first, but it kind of startled me a little bit. So I moved over to let him go past, and that time was the first time I said, "Oh, hello." And he just said, "Hi." The next time I saw him, he was at a crossroads, and it looked like he was loading things into his car to leave. But I guess he was pulling a backpack out because even though I didn't say anything to him at that point. Finalement, elle trouve une belle clairière tranquille près d'un pont où elle envisage de monter son camp. C'est un peu exposé mais calme. Puis, en jetant un coup d'œil de l'autre côté du sentier, elle aperçoit un autre endroit qui semble encore mieux. Plus caché, plus sécurisé, légèrement en dehors du sentier. Lorsqu'elle s'y dirige, quelque chose attire son regard. Une caméra de surveillance.
Au début, elle pense qu'elle appartient peut-être au service du parc ou à un passionné de nature. Mais en s'approchant, l'illumination survient. La caméra n'est pas dirigée vers un sentier de gibier ou quelque chose de naturel. Elle est pointée directement sur le campement qu'elle s'apprêtait à installer. Son sac à dos est toujours là. La caméra est clairement focalisée sur lui. Elle devient visiblement mal à l'aise. Avec ses propres mots, Strike 1, énergie étrange. Strike 2, caméra de surveillance pointée sur le camp. Je m'en vais avant le Strike 3. And I saw this area here, the clearing, and I thought, you know what, that's a bit more hidden from trail. I might feel more comfortable and secure over there, so I came over. Why is there a trail cam pointing to that campsite? I don't really know how those things work. Maybe it's not visible on the camera, but like, what else is it pointing at? Okay. What the heck? Like, here's the trail cam. What is it pointing at? Putting my camera right behind. My backpack is right there. That's where I was going to camp. Like, that's an established campsite. Looks like this one is too. But what the heck is going on here? First, weird energy. Second, a trail cam pointed at a campsite? Oh, I think, yeah. I think 1 strike, 2 strike. I gotta get out of here before 3 strikes and I'm out. C'est à ce moment-là que tout se met en place. L'homme, les apparitions répétées, la bouteille d'eau, le fait qu'il n'ait pas de sac à dos au départ, mais qu'il soit réapparu plus tard avec un sac. A-t-il pu la suivre, observer l'endroit où elle s'était arrêtée, puis installer la caméra de surveillance pendant qu'elle filmait les azalées sauvages à proximité? Il est difficile de le prouver, mais le timing et l'emplacement sont trop parfaits pour être ignorés. Ce n'était pas simplement une question de mauvaises ondes ou de paranoïa. C'était une femme seule dans les bois. Elle rencontrait à plusieurs reprises un homme sans raison apparente d'être là, et son campement prévu était sous surveillance par quelqu'un qui savait clairement où elle se trouvait et où elle comptait dormir. Is it just me? Or is that weird? Trail cam. Right there. Camp. Right there. I'm standing at my pack and I am looking, and I cannot, for the life of me, see it over there. I mean, camo, right? Very effective. I'm out of here. So I went from campsite 1 over to campsite 2, just kind of an exploratory thing. And the reason it actually took me a little while to decide to go over there is because there were like clear obstructions in the path, like logs covering the path. A lot of time that might be set up by Forest Service to say like, this is not a trail, don't go down here. I just felt like I needed to go explore it. There was poison ivy I had to avoid. It's not too dense where I couldn't avoid it, and yeah, I had to go over a couple of logs and stuff like that, but it's almost like they don't want somebody going over there, right? But is it because they don't want somebody to discover the camera? Remember the guys I told you about that passed by the campsite earlier? They're matching, there's 4 men, they're all wearing matching red shirts. Elle prend la sage décision de faire ses bagages, se retourne et s'en va. L'histoire ne se termine pas par une confrontation, une course-poursuite ou une révélation dramatique, mais c'est ce qui la rend encore plus perturbante, parce qu'elle a réagi rapidement. Elle a écouté son instinct. Mais et si elle ne l'avait pas fait? Et si elle était restée une nuit de plus? Qu'as-tu pensé de cette rencontre? C'est une situation vraiment inquiétante.
Cela montre à quel point il est important d'écouter son intuition, surtout quand on est seul dans des lieux isolés. La pression d'une atmosphère étrange, les indices qui se cumulent lentement. C'est effrayant de savoir qu'on peut être observé sans le savoir. En septembre 2021, l'explorateur en plein air et youtubeur Erlo Brown, connu pour ses randonnées en solo et ses vidéos sur la nature, s'est lancé dans une expédition sur une montagne isolée, au cœur des forêts d'Afrique du Sud, où il devait installer une caméra de surveillance pour capturer des images de la faune locale. Avec peu de présence humaine dans la région, il espérait que quelque chose de remarquable passe devant son objectif, mais ce qu'il a vécu était loin de ses attentes. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, Erlo a souligné à quel point le sentier était étroit et envahi, à peine utilisé, serpentant à travers une vallée épaisse, offrant une seule voie d'entrée ou de sortie visible. Cela, selon lui, en faisait un endroit idéal pour l'activité animale. Son attention était concentrée sur la recherche du bon arbre, quelque chose qui ne soit pas trop exposé, mais offrant une vue dégagée du sentier. I think we have found the perfect place to place the trail camera. So this trail running along here is literally the only entrance and exit for this entire valley. And you can see it's very narrow, so it's very easy to funnel the animals in one spot. You know exactly where they'll be walking. It's very dense around here. So I guess animals can walk wherever they want. They don't need the trail. But I'm almost 100% convinced we'll catch some animals on this trail. Just look at how nice that is. I just have to find a good spot to place the camera. I'm not too concerned about people finding the camera. This trail isn't used a lot because it's just a one-way. It's not a through-way. So maybe a tree. I reckon this tree could maybe work. Although that's going to be very obvious. Il s'est arrêté près d'un arbre, hésitant à savoir si ce dernier ne serait pas trop évident pour installer la caméra. Alors qu'il cherchait un meilleur endroit, le silence paisible de la forêt fut soudainement brisé par un grondement profond et bas. Il venait de près. Assez proche pour le surprendre en plein milieu de sa phrase, ce bruit n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer facilement. Il était fort, guttural et puissant. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu dans la nature auparavant. Erlo s'est figé, écoutant attentivement. La forêt autour de lui était devenue silencieuse. I reckon this tree could maybe work. Although that's going to be very obvious. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line, so it's better hidden, this could perhaps work. I have no idea what that was. That was not an animal. I think I'm gonna leave. Il n'a pas pu identifier le bruit avec certitude, mais cela ne semblait pas être un appel d'animal typique. Après réflexion, il a suggéré qu'il aurait pu s'agir d'un léopard, une possibilité qui rendait le moment bien plus dangereux que ce qu'il avait d'abord imaginé. Les léopards de cette région sont des prédateurs furtifs, connus pour guetter depuis les arbres et tendre des embuscades sans avertissement. Avec la végétation dense au-dessus de lui et une visibilité minimale, il se retrouvait soudainement vulnérable. Erlo n'a pas hésité. Il a abandonné son idée d'installer la caméra et a immédiatement quitté la forêt. Que ce soit un léopard ou autre chose, il était clairement observé. En septembre 2018, un YouTuber nommé Colin, connu pour sa chaîne d'exploration urbaine The Bearded Explorer, a documenté l'une de ses investigations, ou expéditions en camping, appelez ça comme vous voulez, les plus troublantes. Sa destination, Westbury House,
un manoir abandonné du XVIIIe siècle situé dans le Hampshire, en Angleterre. Autrefois propriété privée, le bâtiment avait été transformé en maison de retraite dans les années 1980, mais sous son histoire riche et ornée se cachait un passé bien plus sombre. Après que des rapports accablants aient révélé de graves maltraitances et abus de la part du personnel, l'établissement a été définitivement fermé en 2016. Depuis, le lieu est resté abandonné, acquérant la réputation d'être l'un des endroits les plus hantés de la région. Colin, accompagné de son ami Liv, s'est aventuré dans le manoir tard dans la nuit. Comme pour bon nombre de leurs explorations, l'objectif était de documenter l'atmosphère étrange et de découvrir les secrets que le bâtiment pouvait encore renfermer. L'intérieur était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour un domaine oublié depuis longtemps, des tas d'ordures, de vieux meubles et des signes de squatteurs disséminés dans les pièces. Malgré ce chaos, la structure était étonnamment bien conservée. La première partie de leur exploration fut sans incident, alors qu'ils arpentaient prudemment les couloirs vides, cataloguant la décrépitude. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les choses ne commencent à changer. How's it going, guys, and welcome back to Westbury House. And me and Liv decided to come here at night time because I told them all the interesting things that happened to me here the other day. We've decided to come here at night and just see if we can catch anything strange, paranormal. I'm not really the biggest believer in ghosts, but after my experience here the other day, it's left me with an open mind. So, yeah, we've just come here to have a little wander around and just see if by chance we do see or catch anything on camera. Should we go upstairs first? Yeah. It's pretty impressive, this staircase, isn't it? Yeah. Little chandelier up here as well, that. Brilliant. Which way should we go? God. This is proper freaky. Let's go this way. That door there's locked, so we can't go any further now. We'll have to go up and over. I never noticed that last time. En explorant l'une des pièces, le duo entendit distinctement le son d'un xylophone que l'on jouait. Un son qu'ils n'avaient pas eux-mêmes déclenché. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le xylophone reposait intact sur une table. Plus tôt, Liv avait frappé une note et laissé le maillet posé au centre de l'instrument. Mais à présent, le maillet avait changé de position. Un signe indéniable que quelqu'un ou quelque chose l'avait touché en leur absence. Bien qu'intrigués, ils poursuivirent leur exploration. En atteignant l'étage supérieur, le malaise grandit. Ils commencèrent à entendre d'autres bruits inexpliqués, des coups, des chocs sourds et des bruits de déplacement provenant d'autres parties du manoir. Sans qu'aucune présence directe ne soit encore perçue, la tension ne cessait de monter. Shh. Did you hear that? Where is it? Sounded like that fucking xylophone. Where was it? Right, just in this room here. Oh, open it. It's a snooker table and a huge bookcase. God, it's so much different in here at night time. I can't believe you can't be on your own. I know. It's not so bad in the daytime, though. Night time, though. Don't know why. Here is completely different. Cues there, look ready to go. This room's interesting, though. Look at all the stuff there. And that fireplace as well. That fireplace is absolutely brilliant. What the fucking hell was that?
What the f*** was that? Plus tard, en visionnant les images enregistrées, ils firent une découverte glaçante. À un moment donné, alors que Colin entrait dans un couloir, la caméra captura ce qui semblait être une tête d'homme dépassant légèrement d'une porte entr'ouverte. Ni Colin ni Liv ne l'avaient vu pendant leur exploration. L'homme ne s'était jamais manifesté. Ils se contentaient de les observer, silencieux et immobiles. Alors que l'exploration continuait, les événements prirent une tournure encore plus inquiétante. Ils approchèrent de la fin du couloir lorsqu'un bruit fort et agressif retentit derrière une porte verrouillée qu'ils venaient de dépasser. Ils savaient que personne n'était entré dans cette pièce avant eux. Il n'y avait aucun autre explorateur à l'intérieur, et la porte elle-même était inaccessible de leur côté. Colin révéla plus tard que ce bruit précis correspondait exactement à celui qu'il avait entendu lors d'une précédente visite en solitaire dans le manoir. Donald Duck. Can you hear that banging? Can you hear that banging? I think it's outside. Oh, it's giving me the shits. I really don't like it in here. Have a look in that room at the end. See. That's what I fucking heard the other day. That's what I heard the other day. That door is locked. There's nothing out there. That is where we've just come from. That is the exact same noise I heard the other day. Fuck that. Fucking hell, can you hear that? À ce stade, Colin et Liv en avaient eu assez. La série de bruits étranges, le maillet du xylophone déplacé, l'homme non identifié qui observait depuis l'encadrement d'une porte, et le dernier bruit violent provenant d'une pièce verrouillée rendaient une chose certaine, il n'était pas seul. Certains pensent que cet homme vivait peut-être dans le bâtiment. Il aurait pu jouer du xylophone pour essayer de les effrayer, les observer depuis l'embrasure d'une porte quand cela n'a pas fonctionné, puis faire du bruit depuis la pièce verrouillée en dernier recours. Ces tentatives étaient d'abord discrètes, mais devenaient de plus en plus audacieuses à mesure qu'ils restaient invisibles. Colin et Liv sont sortis sains et saufs, mais ils n'ont jamais su qui était cet homme, ni s'il avait été là tout le long. Début 2024, une vidéo provenant des caméras piétons du département de police de Lakeland, en Floride, a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Florida State Bodycam. Intitulée simplement comme un contrôle de routine pour possession et objets liés à la consommation, la vidéo a fini par capturer un aperçu troublant d'un campement caché dans les bois. La séquence s'ouvre sur l'arrivée des agents dans un campement de fortune installé au cœur de la forêt. Ils interviennent en réponse aux plaintes de riverains, ayant remarqué la présence de personnes inconnues circulant dans les environs, ainsi que des activités étranges dans la zone. You suddenly shift around when I don't see you. I heard Lakeland Police. I was on my knees. I scooted around, sir. What's your name? Chris. Yes, sir. Step out here for me. Yes, sir. I'm just trying to get my damn f***ing growing turtle. Face away from me. Yes, sir. I'm just gonna pat you down. What's up, Bubba? Shit. Damn. Have a seat. You want to go over with him? Sit down. Can I get a cigarette? He knows me. Sit down. Yes, sir. Man, you know me. Can I sit on the bench or something? Sit down. All right. Well, there's the fire, bud. I'm trying to go nowhere, man. Come on, man. Y'all know me. Shit, man. Come over here and have a seat next to him. Why was y'all calling out here? What do we do? We're not looking for you. Huh? We're not looking for you.
I know. I'm We're just. just out here checking the camp. Yes, sir. We try to keep And it. you start reaching around when I look at you through the window. I reached around, so I don't know what you're reaching for. I understand. I'm not mad at you. I understand, man. I mean, you whipped that damn curtain open, and I was like, oh fuck. I got you, man. Le campement, quant à lui, est assemblé de briques et de brocs, des bâches, des couvertures, de vieux meubles, un refuge temporaire dissimulé au regard. Au fil de la conversation, on comprend vite que l'homme est déjà connu des forces de l'ordre. Il supplie les agents d'être indulgents, affirmant qu'il est sur le point de commencer un nouvel emploi et qu'il essaie de remettre sa vie sur les rails. Il insiste sur le fait qu'il a toujours été honnête avec eux par le passé et leur demande de ne pas l'emmener en prison. Au début, les policiers semblent réceptifs, lui laissant l'occasion de s'expliquer. Mais l'atmosphère change brutalement lorsque l'un d'eux aperçoit un sac contenant des seringues placé juste à côté de lui. It's a BB gun, man. There ain't nothing in there, bud. Where's the BB gun at? It's in the drawer. Top drawer. It's a CO2 BB gun that I got given to me out there for these fucking raccoons. I got you, bro. Yeah. I got you. Put your hands behind your back, man. For what? We'll talk about it. What? What am I? That big old bag of needles and... That big old bag of needles is from out here, man. He'll tell you how to Right, don't dude. do that, bro. All right, we'll talk about it. I'll be honest with you. Would you mind Mirandizing them? I don't know what you do, bro. I see your elbows on my own. Are you serious? Hey, just listen to us. We're talking about whatever. Getting arrested? No, you're just a finger. Come on, y'all. Are you serious? Look, right where you stuffing. That's where stay silent. Anything you say, Kimmy's against you with the law. You'll right to talk to a lawyer and have a lawyer present with you. You can also hire a lawyer. 20 questions you would. You can decide at any time to exercise your rights and ask any questions you need. Understand? Yeah, man. You want to talk about whatever the needles? Yeah, look. I know where they are. They ain't mine, man. I mean, you can look all over them yourself. I don't know those needles. L'homme tente d'affirmer que les seringues ne lui appartiennent pas, mais l'un des agents lui rappelle que quelques instants plus tôt, il avait effectué un mouvement rapide en direction de cette zone lorsque la police est arrivée. Il continue de protester, disant qu'il était simplement en train de nettoyer le camp et qu'il avait ramassé les seringues aux alentours pour les jeter. Il essaie même de rejeter la faute sur sa partenaire, également présente et interrogée à proximité. Ce qui suit est un échange tendu. Les agents restent calmes mais fermes. Ils commencent à fouiller les lieux plus minutieusement et trouvent rapidement d'autres objets liés à la drogue, des bouchons de seringues, des sachets vides et une carabine à plomb qui ressemble étrangement à une vraie arme à feu. L'homme explique qu'il la garde pour éloigner les ratons laveurs et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une arme réelle. L'agent ne le contredit pas, mais souligne à quel point la situation aurait pu dégénérer. Dans une lumière tamisée, même une arme factice peut paraître mortelle. La fouille se poursuit, et d'autres sacs contenant des résidus de drogue sont découverts, certains encore frais, d'autres clairement déjà utilisés. La femme sur place, prénommée Amanda, est interrogée à propos de plusieurs objets. Elle tente de nier toute implication, affirmant qu'ils appartiennent à l'homme, pendant que ce dernier essaie de faire porter la responsabilité sur elle. Il est évident que les deux sont familiers avec l'addiction et qu'ils se trouvent pris dans une situation qui les dépasse. Tout au long de la vidéo, un thème revient sans cesse. Le déni, le désespoir et la survie. L'homme supplie à plusieurs reprises les policiers de ne pas l'arrêter, évoquant ses responsabilités à venir, notamment la visite de ses enfants. Il tente de coopérer, allant jusqu'à indiquer où d'autres objets pourraient être trouvés. Mais à chaque nouvelle découverte, une seringue usagée, un petit sachet dissimulé, un contenant suspect, la réalité devient de plus en plus difficile à ignorer. Les agents discutent entre eux pour déterminer si les éléments trouvés justifient une arrestation, d'autant plus que les objets sont dispersés dans tout le camp, ce qui relève de la possession constructive. Finalement, ils estiment que la quantité d'objets liés à la drogue et le manque de clarté dans les réponses leur donnent suffisamment de raisons pour procéder à des arrestations. Ce qui rend cette intervention si troublante,
ce n'est pas seulement la présence d'objets illégaux ou l'isolement du lieu. C'est le sentiment de désespoir qui plane sur toute la scène. Il ne s'agit pas de criminels endurcis, mais de personnes manifestement en grande difficulté. La forêt, qui pourrait être un lieu de paix pour certains, est devenue pour eux un refuge de dernier recours, un endroit pour fuir le jugement et la réalité, même temporairement. Mais même dans ce recoin isolé, à peine au-delà de la lisière des arbres, les conséquences de leurs actes les rattrapent. À la fin de la vidéo, les agents se préparent à emmener les deux individus. Ils restent professionnels, traitant le couple avec retenue, malgré les mensonges et les tensions de l'échange. Ce qu'ils laissent derrière eux dans ce camp silencieux, c'est un rappel poignant que le danger et le désespoir ne prennent pas toujours des formes bruyantes ou spectaculaires. Parfois, ils existent en silence dans des lieux oubliés, juste au bord de la forêt. La vie en van est souvent dépeinte comme une succession de matins paisibles au cœur de la nature, avec un sentiment de liberté que le mode de vie traditionnel ne peut égaler. Pour la youtubeuse Cassie Johnston, ce mode de vie est devenu la norme. Elle parcourt le pays à bord de son van aménagé par ses soins, accompagnée de son chat. Mais un matin, dans le sud de l'Utah, cette liberté s'est heurtée à quelque chose de bien plus inquiétant. La journée avait pourtant commencé normalement. Cassie avait passé la nuit sur un petit terre-plein de terre battue, en bordure d'une ville. Ce n'était pas un campement isolé en pleine nature, mais ce n'était pas non plus un parking bondé. Vers 7 heures du matin, son calme matinal a été brisé par quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Au début, cela ne semblait pas grave. Une voiture passa lentement près de son van, roulant à peine à la moitié de la vitesse autorisée. Elle la remarqua immédiatement. Quand on vit sur la route, on développe des instincts aiguisés pour repérer tout ce qui semble inhabituel. So Olive and I woke up fairly early. I started working on my computer and recording some footage for the vlog, and I noticed at about 7 a.m. a black car went past us very slowly on the main road here. The speed limit is 40 miles an hour, and this car was going maybe 15 to 20 miles an hour, which struck me as odd, but they kept driving, so I really didn't think much of it. Until about 5 minutes later, the same car came back down the road and pulled off into the same lot as us and actually drove behind the van. And I was close enough to the car at this point that I could see there were two men in it. One was driving and one was in the passenger seat. And they actually went up a little road that was behind the lot that we were parked in. And they got to the end of the road, turned right back around, and then very slowly started coming back down the road towards the van. So this whole time I'm sat up here in the cab area very discreetly trying to watch what they're doing out this driver's side window. But once they got close enough back towards the van, I actually moved from up here into the back area because that is where I keep my safety items. And unfortunately, I don't have a window on the driver's side back there, so I lost my visual of them, but I could hear that they pulled their car up right along the driver's side of the van, and they actually honked their horn at us. La voiture disparut au bout de la route et Casey tenta de balayer ça d'un revers de la main pensant à une coïncidence. Mais quelques minutes plus tard, le véhicule revint. Cette fois, il ne se contenta pas de passer. Il tourna dans le terrain où elle était garée, avançant lentement et se glissant derrière son van. Casey réussit à en apercevoir un peu plus. Deux hommes se trouvaient à l'intérieur, l'un au volant, l'autre côté passager. Ils firent un lent tour du terrain, puis remontèrent la route derrière son van, marquèrent une pause et firent demi-tour. Quelques instants plus tard, ils étaient de retour. Ils s'arrêtèrent, cette fois juste à côté de la portière conducteur de son van. À ce moment-là, l'attention de Casey se transforma en une inquiétude bien réelle. Elle se déplaça discrètement vers l'arrière du van, loin des fenêtres avant, pour ne pas être facilement repérée. Malheureusement, depuis cette position,
Elle n'avait plus de vue directe sur les hommes ni sur leur voiture. One of them got out of the car and came up and started knocking on my driver's side window, which I also ignored. And just to clarify, this was not a police car, this was not a security car. These were just two dudes in a car. So a couple minutes after I ignored the knocking, they finally left. They went back out onto the road and I watched them slowly drive away. At this point, I knew I needed to leave the lot, but I wasn't sure where I was gonna go because again, this is a small town and it is surrounded by very desolate areas. So the last thing I wanted to do was immediately try to leave town, drive out into the middle of nowhere and have them follow me. Il ne pouvait plus s'agir d'un malentendu. Ce n'était pas quelqu'un cherchant son chemin. Les hommes étaient revenus à 3 reprises, et cette fois, ils tentaient clairement d'attirer son attention. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'est qu'ils avaient déjà vu son van plus tôt dans la matinée, ce qui voulait probablement dire qu'ils savaient désormais qu'elle voyageait seule. Pire encore, qu'elle était une femme seule. Casey ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle resta là, immobile, le cœur battant à tout rompre, espérant qu'il finirait par partir. Et finalement, les hommes s'en allèrent. Mais la tension n'était pas terminée. Environ 30 à 45 minutes plus tard, la voiture noire revint une nouvelle fois. Cette fois-ci, elle ne s'engagea pas dans le terrain. Elle se gara plus loin sur la route, comme si les hommes observèrent de loin. C'en était assez pour Casey. Elle prit la décision la plus intelligente. Ne pas confronter, ne pas paniquer, mais agir. Elle démarra son van et se rendit dans un restaurant à proximité. Elle y commanda un petit déjeuner et se gara au milieu d'autres clients. Cela lui permit de reprendre un peu son souffle, mais l'angoisse, elle, était toujours là. Après avoir mangé, elle décida de mettre une vraie distance entre elle et cette ville. Elle roula pendant 2 heures, fit un arrêt rapide au Four Corners Monument, puis continua jusqu'à atteindre une zone plus peuplée avec des parcs publics, des magasins familiers et d'autres voyageurs. Le reste de la journée se déroula dans une routine rassurante. Faire des courses, envoyer des colis, des tâches simples, normales. Mais cette peur matinale restait présente, comme un rappel brutal que la vie sur la route peut être imprévisible. Le soir venu, elle trouva enfin un endroit sûr pour passer la nuit, un parking bien éclairé, près d'autres vannes. Elle se sentit visiblement soulagée. Elle nota même à quel point certains relais routiers ou terrains publics peuvent sembler confortables après ce genre de mésaventure. La peur n'avait pas totalement disparu, mais elle était en sécurité, et pour cela, elle se sentait reconnaissante. Plus tard, Casey s'adressa à ses abonnés, racontant l'histoire avec calme et recul. Pas de surjeu, pas de drame, juste la vérité brute, ce que l'on ressent quand on est seul dans un véhicule et que quelque chose ne tourne pas rond. Elle expliqua comment elle avait tenté de ne pas paniquer et à quel point il était important de ne pas partir trop vite, au cas où les hommes décidèrent de la suivre. Chaque geste qu'elle avait fait avait été réfléchi, orienté vers sa sécurité. Et c'est sans doute cela qui a tout changé. Au final, il ne s'est rien passé physiquement. Pas d'effraction, pas de confrontation, personne n'a été blessé. Mais pour de nombreuses femmes qui voyagent seules, c'est justement ce genre d'histoire qui les hante, parce qu'il n'a pas besoin d'y avoir de violence pour que ce soit terrifiant. L'idée que quelqu'un tourne autour de votre van, frappe, vous observe de loin en sachant que vous êtes vulnérable, suffit à ébranler même les plus habitués de la route. L'histoire de Casey est un puissant rappel que la sécurité dans la vie en van ne repose pas sur la chance mais sur la vigilance, la préparation et surtout, l'écoute de son instinct. Elle a tout fait comme il fallait. Et grâce à cela, ce qui aurait pu devenir un cauchemar s'est terminé par une simple frayeur. Espérons que cela en restera là. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces images? Faites-le moi savoir.